Salut à tous, ça y est, on est live. Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2 de Vista Podcast. Et oui, déjà, Vista Podcast, c'est le podcast qui met en avant les talents de l'impact positif. Comme toujours, je rappelle que ce podcast est enregistré en live sur YouTube, Instagram, LinkedIn et édité par Gaia Connect, le plus grand collectif de mentors dans l'impact. Nous sommes plus de 300 bénévoles et nous accompagnons des talents dans leur transition vers des jobs à impact positif. Qui dit live dit questions, évidemment. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser en commentaire sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur YouTube, peu importe la plateforme où vous êtes, on aura les questions et on y répondra à la fin de l'émission. Vous pourrez également retrouver les replays de cette émission, mais également des autres émissions sur nos pages YouTube, Deezer et Spotify. Que tu cherches un job dans l'impact ou que tu te poses des questions, viens échanger avec nous sur gaiaconnect.co. On va trouver les meilleurs mentors adaptés à tes besoins qui t'apporteront des réponses et t'ouvriront leur réseau. Alors, j'avais coché précautionneusement la date du podcast d'aujourd'hui dans mon agenda, car mon invité du jour travaille pour une boîte pour laquelle j'ai un grand capital sympathie. Il s'agit de l'Uni. Alors le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si je vous parle d'une petite boîte verte qui raconte des histoires avec un gros bouton jaune qu'on retrouve souvent dans les chambres des enfants, en général, ça parle davantage. Développement durable, RSE, économie circulaire, durabilité, réparabilité, plein d'autres sujets. On va en parler tout de suite avec Anaïs Kasbach, responsable du développement durable chez l'Uni. Salut Anaïs, comment ça va? Salut Ben, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très bien, chaud, mais j'imagine que chez toi, Montpellier, c'est pareil. Pareil, bien chaud, oui. Bon, bienvenue au micro de Vista Podcast. On va faire un petit peu le tour, ta carrière et puis de ce que tu fais, chez l'Uni. Peut-être avant de rentrer, dans le vif du sujet, est-ce que, on peut prendre un petit moment, pour que tu nous expliques un peu plus concrètement, ce que c'est que le métier de responsable de développement durable et en quoi c'est différent ou similaire, à un poste de responsable RSE? Ouais. Alors, grosso modo, mon poste, c'est réfléchir, construire et proposer comment est-ce qu'on peut faire d'une entreprise classique une entreprise plus soutenable, en fait, tout simplement. OK. Et ça va passer par une partie de construction de démarches, d'engagement effectivement à prendre, de mesures d'impact, bien sûr, d'animation de cette démarche, beaucoup de temps d'animation de cette démarche, et aussi d'avoir toute une vision en fait sur les sujets importants et émergents du développement durable pour réussir à faire en sorte que justement cette entreprise s'engage sur une voie un petit peu plus soutenable. Et ouais, ce que tu décris, ça ressemble quand même fort à la RSE. C'est quoi du coup la différence que tu fais entre les 2? Alors, ça n'engage que moi, évidemment. Mais à mon sens, c'est exactement la même chose. C'est juste une bête question de wording et de marketing RH, c'est-à-dire que, à mon sens, le développement durable, c'est tout simplement le RSE, pardon, c'est tout simplement le développement durable appliqué à l'entreprise dans le cadre de la RSE et à l'organisation dans le cadre de la RSO. Après, on peut l'appeler comme on veut, développement durable, impact officer. C'est pas ce que l'avenir nous réserve en termes d'intitulé, mais voilà, c'est pour moi, c'est la même chose. OK, bah, trop cool. Alors toi, je sais que tu bosses dans une boîte qui est vachement engagée. On en parlera un petit peu plus tard des engagements de l'Uni et puis tout ce que vous mettez en place. Est-ce que tu peux me dire peut-être les grosses missions que tu as au sein de ton poste et aussi potentiellement, parce que ça fait, je crois, un peu plus de 7 ans que tu es chez l'Uni, comment ça a évolué au fil du temps? Ouais. Alors, mes grosses missions, c'est ce que j'ai toujours, ça se divise en deux grosses parties. La partie, effectivement, animation de la démarche, ça va être construire la feuille de route, la suivre, faire en sorte qu'elle soit concrète aussi, que ce soit pas, oui, on se dit qu'on fait ça, bon, c'est fait. Aller vérifier que ce soit vraiment fait concrètement, aller voir avec les différentes parties prenantes ce qu'on peut mettre sur la table, comment on peut le faire, ainsi de suite. Faire de la formation en interne, de la sensibilisation plus globalement, de la communication, c'est un sujet qu'on a tous l'impression de connaître un petit peu. Maintenant, il faut aller creuser un petit peu plus loin pour que ce soit vraiment concret et pertinent. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit vivant et vécu par les personnes et incarné par l'entreprise. Et puis il y a une partie qui prend un peu moins de temps, même si c'est peut-être ce que je préfère dans le métier, qui va être d'aller faire de la recherche sur les sujets, d'aller se documenter, d'aller apprendre. C'est un sujet
extrêmement intéressant parce que le champ des possibles est très large en termes de connaissances à créer, en termes de nouveautés, en termes de sujets à creuser. C'est aussi un sujet d'ailleurs. Donc d'aller faire toutes ces recherches-là pour tout simplement pouvoir proposer à l'entreprise les sujets les plus pertinents, là où elle aura le plus d'impact, là où il y a le plus de risques aussi à ignorer ou à prendre les choses, en charge. Et du coup, chez l'Uni, moi, ça a pas mal évolué parce que quand je suis arrivée, j'étais sur un côté plutôt, j'ai proposé de prendre la partie RH en fait. Si je pouvais développer la partie RSE, cette année-là, on est passé je crois, de 18 personnes à 50. Donc, clairement, j'ai pas du tout eu l'occasion de parler de la partie RSE. Mais voilà, les fondateurs m'ont fait confiance, ils m'ont passé à 100% sur la partie développement durable. Et sur les premières années, j'étais beaucoup plus sur la partie sociale, c'est-à-dire sociale interne, donc tout ce qui est QVT, encore une fois, structuration de la partie RH, ainsi de suite. Et assez rapidement, j'ai pu passer sur la partie plus environnementale. Et là, les sujets d'éco-conception, les sujets de bilan carbone et depuis 3 ans, les sujets d'économie circulaire qu'on trouve extrêmement intéressants et super pertinents pour une Trop entreprise cool. comme Et la nôtre. tu travailles seul ou tu as une équipe autour de toi sur ces thématiques ou est-ce que tu as un représentant dans chaque équipe qui collabore au quotidien? À mon sens, c'est un sujet, on ne peut pas le travailler seul. Alors, j'ai pas d'équipe en propre. J'ai une personne qui a travaillé avec moi il y a quelques années, qui a trouvé d'ailleurs par la suite un chouette poste en tant que chargé de projet RSE. Mais par contre, voilà, on travaille avec tout le monde. Et effectivement, moi, ma vision en tout cas de cette démarche, c'est que une bonne démarche, elle se construit en co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, à minima interne. C'est-à-dire que les démarches top-down, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Alors, c'est peut-être un peu plus long parfois, c'est peut-être un peu moins rapide, mais le faire avec chacun, le faire surtout avec les personnes qui ont la connaissance de leur métier. On a beaucoup de métiers différents chez l'Uni. On a du dev, des éditeurs, gestion de projet, marketing, relations clients, gestion. Enfin, alors, on a quand même beaucoup de production, beaucoup de métiers différents, et c'est eux les spécialistes de leur métier. Donc, à mon sens, c'est eux qui vont avoir la vision la plus pertinente finalement de comment est-ce qu'on peut mettre du DD dans chacun de leurs actions, dans chacun de leurs projets. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a mis en place le système des ambassadeurs et ambassadrices développement durable. Dans chaque équipe, on a une ou deux personnes qui vont être le relais de la démarche, qui vont animer le sujet, qui vont faire en sorte en fait que le sujet soit posé sur la table lors des réunions d'équipe, et qui vont en fait être voilà, les porteurs du message, les porteurs et les porteuses du flambeau, mais ce ne sont pas à eux de faire les actions. Eux, ils sont là pour mettre le sujet sur la table et faire en sorte que ce ne soit pas dans Ah, l'angle c'est mort de hyper l'entreprise. intéressant. J'allais justement te poser la question, comment est-ce que tu embarques les équipes? Parce que tu peux avoir, toi, des missions de développement durable, mais si les développeurs ont plein de choses à faire et d'autres priorités, bah, tu peux passer au second plan. Donc là, du coup, vous avez mis en place des ambassadeurs dans chaque équipe qui font un peu qui font le relais, le pivot, j'imagine, entre toi et puis l'opérationnel, ou potentiellement pour favoriser ou pour prioriser certaines tâches plutôt que d'autres. Ça, bah, déjà, c'est un peu difficile d'être, voilà, dans ces métiers, on essaye d'être un petit peu partout, mais concrètement, c'est quand même compliqué d'être vraiment partout au quotidien. Donc, avoir ces relais, ça permet d'avoir un juste retour, avoir une idée sur les projets qui vont être lancés, donc où est-ce qu'on est censé se positionner aussi, parce qu'on peut apporter de la valeur ajoutée. Et il y a aussi on a ajouté une autre brique à cette gouvernance partagée cette année en créant des sponsors. Donc on a une démarche sur 4 piliers et pour chacun des piliers, on a un sponsor au CODIR afin qu'on ait un vrai relais et une vraie continuité en fait au niveau de toutes les strates de l'entreprise et que les sujets soient portés et incarnés du plus haut à Ok. l'ensemble des équipes. Et bah, hyper intéressant. Et alors, c'est cool. Moi, j'ai envie de faire ça demain. J'imagine que tout n'est pas rose. C'est quoi tes difficultés, on va dire, sur ce genre de poste? Ouais, je pense que comme tout le monde, le temps. C'est-à-dire que, voilà, que le responsable RSE au développement durable qui n'a jamais entendu ça me lance la première pierre, mais qui n'a jamais entendu oui, la planète c'est important, mais là c'est pas la priorité, mais on n'a pas le temps, mais oui, mais il faut faire ça, mais le contexte économique, etc. Ça, on l'entend souvent. Après, là, où j'ai de la chance, je pense, chez Uni, c'est que même si effectivement je l'ai régulièrement entendu, il y a une vraie volonté des fondateurs de pousser ce sujet, d'être moteur
Donc j'ai jamais entendu non. J'ai entendu pas tout de suite ou creuse le sujet, reviens vers nous, propose-nous quelque chose de concret pour qu'on comprenne bien comment on le fait. Mais il y a quand même c'est un vrai terrain de jeu. C'est aussi ça pour que ce poste est chouette. C'est qu'il y a une confiance des fondateurs et encore une fois une vraie envie de pas faire n'importe comment, en tout cas en tant qu'entreprise, et de se développer d'un point de vue voilà, encore soutenable, de creuser notre mission, d'être impact, ce type de volonté. C'était déjà le cas quand je suis arrivée chez l'UNI, ça fait partie des raisons pour lesquelles je les ai OK, rejoints. bah oui, c'est vrai que ça se sent, enfin ça transpire même quand on parle, qu'il y a quand même une volonté de l'entreprise enfin qui est complètement alignée avec les missions de RSE et de développement durable. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bah, tu as pas toujours fait ça. Tu viens du monde de l'édition, tu as fait de la gestion, de la coordination de projet, tu as même fait un tour par la bande dessinée. Ça a été quoi le déclic pour toi? Et puis, alors, tu en as un tout petit peu parlé, la porte d'entrée côté RH, mais ça a été quoi ton cheminement pour avoir un CV qui a fait mouche sur ce poste-là, ou sur un poste en tout cas avec des missions de RSE il y a 7 ans? Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que tu as fait du bénévolat? Est-ce que tu t'es formé sur le tas? C'était quoi un petit peu ton parcours? Hum. Alors effectivement, je viens plutôt de l'édition. Alors à la base, je voulais faire de la recherche en histoire, mais on va pas creuser le sujet. Je suis passée en édition parce que ça restait un domaine qui me passionnait, qui me faisait rêver aussi, le domaine de l'édition, où je suis passée quelques années, où j'ai fait plein de postes différents, de la librairie, de la gestion de projet, de l'édition, de la coordination, enfin voilà, et entre autres dans la BD chez Casterman. Et en fait, après quelques années, j'avais un constat, c'était que euh, c'était un endroit très chouette, beaucoup de passion, mais finalement, il manquait quelque chose d'un point de vue ancrage dans le réel. C'est-à-dire que si on reprend les 3 grands piliers de la RSE, le développement durable, l'économique, le social et l'environnemental, il y avait un vrai problème de prise en compte de ces 3 sujets au sein des maisons d'édition. Et moi, j'avais envie d'aller dans une boîte qui avançait sur ce sujet-là ou qui était prête à le faire. Donc, dans le même temps, je me suis aussi dit, je suis dans une très grande maison d'édition avec un très grand groupe éditorial autour, très très stable, voilà, qui sont là depuis des années, des dizaines d'années. J'ai envie d'aller voir comment ça se passe du côté des startups, qui sont en fait l'extrême opposé finalement en termes de structure, de type d'entreprise, etc. Et j'ai commencé à aller voir des startups. Et dans ces recherches-là, je suis tombée sur l'Uni, dont le projet m'a parlé tout de suite, puisqu'il y a quand même une partie proche de l'édition, hein, le fait de faire des histoires, et je trouvais le projet ultra intéressant. Là, c'était la période où sortaient les tout premiers rapports qui disaient les écrans présentent un risque pour les enfants. Enfin, en tout cas, la surexposition aux écrans. Et du coup, je les ai rencontrés. Et je les ai trouvés en gros, ils m'ont convaincu parce qu'ils arrivaient à être à la fois ultra ambitieux dans ce qu'ils voulaient faire, dans leur vision finalement de leur entreprise, de la mission qu'ils lui portaient, et à la fois très modeste dans leur manière de l'approcher, ce qui n'était pas ultra courant par rapport à toutes les startups que j'avais vues. Et en fait, le poste sur lequel j'ai été recrutée n'avait pas trop lieu d'être. Il était plus ou moins occupé par d'autres personnes quand je C'était suis quoi ce arrivée. poste au départ? C'était un espèce de poste fourre-tout avec un peu d'office manager, un peu de RH, un peu d'édition. À l'époque, on voulait faire de OK. l'édition papier. D'édition papier, enfin voilà, il y avait un peu plein de choses dedans. J'avais d'ailleurs un peu reconstruit la fiche de poste originelle pour y mettre ce que j'avais un peu d'ajouter, ce qui me semblait être de la valeur ajoutée en tout cas par rapport au poste original. Et en fait, finalement, j'ai tenu ce poste peut-être pendant 15 jours et je leur ai dit, mais en fait, il y a d'autres personnes qui travaillent déjà ces sujets-là. Je vois que des gens qui ont été recrutés au même moment que moi, ils sont en doublon sur certains postes aussi. En fait, je pense que ce serait intéressant d'avoir peut-être une fonction RH. Je n'ai jamais fait d'RH de ma vie à ce stade. Une fonction RH qui permette d'organiser un petit peu, de mettre un peu de liant et de faire en sorte que ça roule mieux. Moi, je propose de m'en occuper si je peux développer la partie RSE et QVT du coup de l'entreprise. Donc ils m'ont dit banco, vas-y. Donc j'ai créé la fonction RH, j'ai commencé à l'organiser, la partie communication aussi interne qui me semblait super importante. Et comme je disais tout à l'heure, en fait cette année-là, c'était une grosse année côté RH chez Lully. On est passé à plus de 50 et les vrais savent, à partir de 50, on a beaucoup plus d'obligations réglementaires. Et moi personnellement,
Je me sentais pas du tout compétente pour gérer toute la partie risque que suppose une entreprise de plus de 50 personnes. J'en ai parlé aux fondateurs qui, du coup, m'ont proposé de recruter une vraie RH formée en RH avec toutes les bonnes compétences juridiques qui vont avec, et moi de m'occuper de la partie développement Donc, tu as durable un à peu 100%. identifié les missions qui pouvaient être intéressantes sur un poste et tu as un peu créé ton poste finalement. Complètement. J'ai créé ma fiche de poste responsable développement durable d'ailleurs, donc vraiment de bout en bout, et ça s'est fait parce que je pense que les fondateurs avaient confiance en moi et en ce que je proposais, et peut-être justement en la pertinence de dire bah voilà, il manque ça, ou ça c'est vraiment une opportunité, il faut y aller. Et j'ai plein de questions, mais on va pas avoir le temps, mais j'ai plein de questions là-dessus. Mais tu penses que dans un monde parallèle où tu es allé bosser chez pas Casterman, d'autres, tu vois, ou dans une autre branche, à quel horizon tu penses que ce poste aurait été créé chez l'Uni? Parce qu'ils auraient fini par le faire à un moment donné. C'est une bonne question. Bah, peut-être qu'il ne l'aurait pas forcément créé, qu'il l'aurait Ouais. animé en interne. Parce que quand moi je suis arrivée chez l'Uni aussi, on a essayé de développer quelque chose qui était d'avoir des teams dédiés à des sujets. Genre la team plantes, la team Ouais. yoga, la team journal. Parce que on avait monté un journal interne de l'Uni pour la Nice. communication qui s'appelait En direct de la Lugnette. Il était affiché dans les toilettes. Ce type d'équipe. Oui, c'est le bon endroit pour moi. Euh, et c'est vrai que peut-être qu'il y aurait eu une team développement durable, en tout cas dans un premier temps. Et donc peut-être qu'ils avaient embauché quelqu'un, ça aurait été plutôt peut-être vers 2020, quand les sujets ils ont commencé vraiment à exploser littéralement. Genre, voilà, là c'était plus possible d'ignorer ces sujets, il me semble, à partir de là. Donc ouais, peut-être 2020, Et 2021. c'est quoi les compétences, alors je vais parler vraiment de hard skills, que tu réutilises le plus aujourd'hui dans ton poste? Tu vois, tu avais quand même des compétences assez transversales avant, même si tu as une Hum. spécialité côté histoire, mais sur de la gestion de projet, des choses comme ça, c'est quoi que tu réutilises le plus aujourd'hui, qui t'est le plus utile? La structuration. Être structuré, cadré, la partie un petit peu poser des questions, audit. En fait, on fait pas les choses pour le plaisir de les faire. Faut qu'elles aient du sens. Et il faut qu'elles aient du sens pour tout le monde aussi. Donc ça veut dire aussi pas mal de pédagogie à réutiliser derrière. Donc ouais, la partie gestion de projet ultra importante. On peut se dire qu'un projet développement durable, c'est un projet comme un autre en fait, avec des parties prenantes, un objectif, des KPI et ainsi de suite. Donc pour moi, c'est la partie la plus importante. Et en hard skill aussi, la partie communication, Ok. évidemment. Euh, qui doit s'adapter à l'entreprise, à son contexte, au mode de dialogue en fait finalement interne. Moi, je passe beaucoup sur Slack. Je faisais des mails, j'ai fait plein de tentatives différentes. Voilà, on a parlé du journal, il y a eu des newsletters. Enfin, on a essayé plein de choses pour infuser en tout cas le sujet en interne. Et je pense que ça demande effectivement de savoir communiquer ou de se faire aider en tout cas si on n'a pas la Trop cool. compétence. Alors, je fais une toute petite parenthèse, je le redis parce que pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez la possibilité de poser des questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. On les prendra à la fin. Donc voilà, je fais un tout petit rappel. Bah tiens, on en a une qui arrive juste à l'instant. Donc on les prendra tout à l'heure. On va un petit peu s'attarder sur l'Uni si tu le veux bien, parce que c'est une boîte. Bon, alors, je la connaissais, je connaissais pas le nom jusqu'à il y a quelques années. J'ai un pote qui a mis un message sur LinkedIn en expliquant un peu son expérience avec l'Uni. Un petit garçon et la l'Uni est tombée en panne quelques jours avant de partir en vacances, ce qui était une catastrophe. Il a envoyé un message au support client et au lieu de lui proposer un remplacement au neuf, on lui a proposé de lui envoyer la pièce avec le plan pour pouvoir changer la pièce. Il a pu le faire. Et moi, j'ai trouvé ça ultra cool à l'époque. Donc, vous avez des engagements. Alors, tu me le dis si tu me corriges si je me trompe. Donc, l'Uni s'est cofondé en 2014 par Maël Chassard avec quelques potes pour, tu le disais tout à l'heure, créer une alternative à la surexposition des enfants aux écrans, ce qui est très louable. Aujourd'hui, alors moi j'ai lu que c'était plus de 2 millions d'exemplaires vendus et surtout des engagements forts sur la durabilité, la réparabilité, l'économie circulaire. Est-ce que tu pourrais nous tracer les jalons de votre histoire? Parce que toi, tu es arrivé 3-4 ans peut-être après le début de l'aventure. Donc ces jalons qui ont permis de passer d'une
TPE avec un business qui a besoin de vendre du hardware pour se développer à une entreprise qui aujourd'hui est une PME qui favorise la rotation du parc existant pour se concentrer davantage sur le contenu culturel et surtout qui a réussi à rapatrier une production en France et qui est très engagée sur la réparabilité, la seconde main. Est-ce que tu peux nous tracer un petit peu ces jalons-là? Ok. Alors, je te demanderais peut-être de me redonner un petit peu les questions parce que ça va être une réponse un petit peu longue. Alors déjà pour préciser, c'était par rapport aux écrans effectivement, mais en fait au-delà de la surexposition aux écrans, comment dire, la réflexion qu'a eu Maëlle à l'époque, c'est de dire en fait les écrans, ça participe à l'uniformisation de nos imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, une œuvre qu'on va voir de manière visuelle, donc un film, un dessin animé, etc., ça ancre un certain imaginaire et ça permet plus d'aller au-delà. On a tous fait l'expérience, lire Harry Potter avant de regarder les films ou l'inverse. Est-ce que Harry Potter a toujours la même tête quand on lit les autres livres? Et voilà. C'est parfois un peu perturbant. Et eux, ils l'avaient notamment noté sur un salon où ils ont demandé à des enfants de dessiner des ogres. Et tous les ogres ressemblaient à Shrek. Alors qu'un ogre, voilà, il n'a pas de caractéristiques physiques extrêmement définies dans la littérature. Donc c'était d'abord pour ce sujet-là, et en fait, ça a été assez compliqué pour eux au départ parce que on est dans une époque où on était plutôt dans faut développer de l'appli, les tablettes c'est trop bien, les enfants, toute la pédagogie passe par les tablettes, faut y aller. Donc ils ont eu un petit peu mal à lancer leur produit qui allait à l'encontre de ça. Ils disaient non, nous on pense justement qu'il faut pas être sur un écran, il nous faut un produit physique avec l'histoire dedans et qui participe à cette construction d'imaginaire en rendant l'enfant acteur, d'où le système d'interaction. C'est pas une simple radio, hein. C'est vraiment l'enfant va construire son histoire en choisissant les différentes options qui vont donner une histoire particulière en fonction des options qu'il prend. Donc ça, c'était en 2013-2014. Donc ils ont essayé de faire en France, mais bon, ils n'avaient pas forcément les poches assez profondes, il n'y avait pas forcément les structures adaptées en France. Donc ils sont partis en Chine pour faire les premières versions, qui est sortie en 2016. Et moi, quand je suis arrivée en 2018, en fait, c'était l'un des jouets les plus vendus, notamment lors du Black Friday. Voilà. Tout simplement parce que, comme tu l'as dit, voilà, quand on part en vacances avec ses enfants, on est content d'avoir une musique dans la voiture. Et pas que, parce qu'en fait, le produit, il est tellement simple, en fait, et malin, ça marche. C'est voilà, c'est le doudou un peu pour les petits, les plus grands, ça leur permet d'être autonomes, d'écouter leurs histoires dans leur coin, et ça permet voilà une autonomie complète de l'enfant et des histoires qu'on crée spécifiquement pour tous les âges. Donc voilà, un catalogue très varié, on a plus de 500 albums, il me semble maintenant. Wow. Donc 500 albums, ça veut dire plus de 3000 histoires, puisque dans un album, des embranchements. Ouais, c'est ça. Donc c'est un catalogue extrêmement riche. Et ça, ça parle aux parents en fait, parce que progressivement on a commencé à parler effectivement, c'était quoi les effets des écrans sur les enfants, et puis c'est une alternative où finalement l'enfant prend sa fabrique à histoire et il est autonome. En 2018, donc ça marchait très bien. Ils ont commencé à passer une V2. Alors ils se sont posés plein de questions. Est-ce qu'on va lui mettre des petites loupiottes? Est-ce qu'elle va faire de la projection? Est-ce qu'elle va vibrer cette fabrique à histoire? Ils avaient déjà dans l'idée qu'elle serait, on avait déjà dans l'idée qu'elle serait éco-conçue, donc on allait faire un effort là-dessus. Et après moult réflexions, en fait, ils sont basés, finalement, c'était promis qu'on reviendrait en France dès qu'on en aurait les moyens. Là, c'est le bon moment. Et donc, ils ont lancé la relocalisation en 2019, qui s'est finie donc en 2020 avec la première fournée de fabrique à histoire Made in France qui est sortie en octobre 2020. Mais comme tu disais, c'est pas ça ne s'arrête pas là, puisque ensuite on a essayé effectivement de réfléchir nos produits en intégrant des notions de développement durable, en essayant d'intégrer aussi les leçons reçues sur l'éco-conception de la fabrique à histoire, c'est-à-dire la faire plus réparable. Là, on a un taux de 98% de réparation, par exemple, sur notre deuxième version. Là, en moyenne, on est sur 90% sur toute version confondue. Parce qu'on est sur cette optique de mieux réparer et de continuer à pousser ce dont tu parlais au départ, c'est-à-dire une logique, une culture de la réparation. C'est-à-dire, on ne fait pas d'échange à neuf,
enfin, on essaye en tout cas, parce qu'après il y a les clients, ils ont le droit de le demander si c'est sous garantie. Nous, on préconise réparation, que ce soit par envoi de pièces, que ce soit parce que vous nous les renvoyez. On est labellisé Quali-Répar, justement pour motiver les gens, même hors garantie, à faire réparer leurs produits. Si c'est pas réparable, on proposait déjà des fabrications reconditionnées pour ces clients, pour qu'ils puissent se rééquiper un peu moins cher. Donc voilà, c'est une logique qu'on n'avait pas forcément valorisée d'un point de vue communication ou de manière concrète, mais qui était là, en fait, sous-jacente, dans nos actions et dans la manière de s'adresser à nos clients. Et c'est pas la dernière étape, mais la dernière étape actuellement de ce travail, ça a été l'an dernier la campagne d'échange, où on proposait en fait aux clients de renvoyer leur V1, V2 pour avoir une V3 en échange d'un abonnement, ce qui nous permettait de sortir des fabrications des tiroirs. Potentiellement si elle marchait plus, parfois voilà, c'est un jouet, on se dit bon c'est pas grave, ça marche plus, je laisse dans un coin. Nous on veut que les gens, en fait, on veut pas avoir un parc dormant. On veut que les fabriques reviennent, qu'on puisse les réparer, les recycler correctement ou récupérer des pièces dessus, mais ça nous intéresse pas de dire bah, elle est dans un tiroir, elle fait rien. C'est voilà, c'est à côté de l'objectif. Et le dernier sujet, là, on est en train donc on a mis en vente des reconditionnés en fin d'année dernière. Donc là, on a une offre de reconditionnés pérenne sur notre site internet qui permet aux clients d'acheter une fabrique donc un peu moins impactante. On est en train de réfléchir comment l'optimiser cette offre et on est en train de poser aussi, de faire les premiers tests pour partir vers une forme d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire d'essayer de passer vraiment d'un modèle de vente de produits à l'unité vers un modèle de on propose un service contre une certaine somme et on propose un service qui va être d'accompagner en fait l'enfant dans le développement de son imaginaire, dans son développement cognitif et ainsi de suite, et d'accompagner le parent aussi dans ce donc vraiment au-delà de la boîte à histoire, quoi, pour le coup. En tout cas, la boîte, ça reste le produit qui est le média, mais c'est plus forcément ce qu'on veut vendre. On veut pas vendre une fabrique à histoire. On veut proposer toutes les histoires qui vont avec et tout ce que ça peut apporter finalement. C'était la question que j'avais derrière, parce que pour le coup, tu parles de changements qui sont très intrinsèques à l'entreprise. Ça veut dire un changement de business model aussi à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, vous avez vendu je dis hardware, mais en vrai, il y a le soft dessus, il y a tout. Mais ce que j'entends, des fabriques à histoire. Aujourd'hui, c'est plus vraiment votre axe de bizdev. C'est ça. C'est déjà quelque chose qu'on avait noté, notamment alors là où on l'a vraiment vu, c'est lors du Covid, puisque lors du Covid, vous vous rappelez, voilà, en mars, tout a été fermé d'un coup, et nos entrepôts aussi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on n'a plus pu vendre de produits physiques. Par contre, on continuait à vendre des albums, parce qu'en fait, tous les gens qui étaient équipés, et surtout qui se retrouvaient à la maison avec leurs enfants, avaient besoin d'albums, parce que voilà, on devait survivre. Excuse-moi. Donc on s'est dit effectivement ça montre bien, enfin si on s'en sort là, c'est parce qu'on a ce double modèle économique de vente de produits physiques et de vente de produits digitaux. On a un petit peu creusé le sujet. On s'est aussi rendu compte que ça voulait aussi dire d'un point de vue bilan carbone, puisque c'est notre indicateur principal d'un point de vue environnemental actuellement, que c'était plus intéressant d'un point de vue intensité économique de vendre du digital que du physique, puisque c'est moins émetteur. Donc on a continué à creuser le sujet et aussi la fabrique à histoire, si on l'achète et on se contente de rester sur le tout premier album, bon, ça peut durer peut-être 6 mois si l'enfant est ultra fan de Suzanne et Gaston. Mais ça s'arrête là. Nous, notre produit, on a envie que l'enfant l'utilise de ses 3 ans à ses 8 ans, minimum. Donc, au moins 5 ans d'usage. Pour que ça fasse 5 ans d'usage, il faut des histoires, il faut de nouvelles histoires qui soient adaptées à son âge, potentiellement à ses goûts, des thématiques que lui ou ses parents ont envie de creuser. Donc, finalement, c'est la carte à jouer pour avoir un produit le plus durable possible, d'un point de vue économique, certes, puisque ils vont acheter des histoires, et d'un point de vue environnemental aussi, parce que du coup, ça amortit en partie, en tout cas, la production du produit. Sinon, donc votre parc, il est déjà existant. À vous de le faire circuler maintenant entre les mains des enfants qui ont grandi vers les plus jeunes.
Et effectivement, vous, ce que maintenant vous vendez, c'est plutôt du contenu, quoi. En tout cas, c'est l'objectif. C'est pas encore actuellement la situation actuelle, mais en tout cas, c'est ce qu'on veut tendre à faire, c'est d'avoir d'être content first, comme on dit, c'est-à-dire plutôt être basé sur les systèmes d'abonnement, vraiment les histoires, notre richesse éditoriale, moins que sur vendre une fabrique histoire. Trop intéressant. Alors, on va prendre quelques questions. Moi, je vais lancer la première que je me suis notée là sur mon petit post-it pendant que tu étais en train de parler. Donc, vous produisez en France maintenant. Je crois que vous êtes à côté de Bayonne, c'est ça? On est à Bayonne côté de Bayonne effectivement pour la fabrique à histoire et du côté de Strasbourg pour Flamme, qui est notre produit pour les 7 et donc vous faites de la réparabilité à 98%, je crois que tu disais tout à l'heure. Est-ce que ça coûte plus cher de faire ça que d'aller produire en Chine sur le long terme? C'est-à-dire quand tu prends la garantie, etc., est-ce qu'au final, ça revient vraiment plus cher de faire ça? Alors, je vais pas avoir une réponse ultra précise, en tout cas ultra actuelle. Quand on a fait le rapatriement, effectivement, c'était un peu plus cher, mais pas tellement, parce que il y avait des coûts de douane en moins, il y avait aussi la facilité, la capacité à aller voir directement notre usine, ça veut dire pouvoir renforcer un petit peu la qualité. Donc on n'avait pas un énorme décalage entre la tarification en Chine et France. On l'a absorbé sur notre marge à l'époque, donc on n'a pas changé notre prix. Finalement, ce qui fait que les prix ont augmenté, c'est plutôt le contexte global de crise de composants, de changement de TVA, ce genre de choses. Mais la différence n'est pas énorme. Voilà, on n'était pas une énorme boîte et on a pu l'absorber. C'était pas, on s'est pas mis en danger en fait. Hyper intéressant si on a des entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent et que ça peut influencer. En tout cas, c'est hyper chouette. Alors, je vais prendre des questions. On a pas mal de questions sur la partie RSE marché. Alors, je vais prendre celle de Malika qu'on avait posté deux. Ouais. Serait-il possible d'avoir votre vision du marché de l'emploi sur les métiers de la RSE sur cette année 2025 et sur les années à venir? Très précis. Merci Malika. Ma vision, en tout cas, ce qu'on ressent actuellement, c'est que le marché du travail globalement en France, il est un petit peu complexe en ce moment. Et les métiers de la RSE sont pas du tout épargnés en ce sens. Mais il y a une forme de dichotomie ici, dans le sens où d'un côté, on a l'impression qu'il y a moins peut-être d'investissement des entreprises, parce que ça répond aussi à un contexte politique qui se désinvestit, encore vu récemment du sujet. Et en même temps, les études montrent que c'est quand même un sujet qui progresse, parce que même s'il est moins important que d'autres, il reste important pour les consommateurs, il reste important en termes de développement, et parce que, et je pense que c'est là qu'il y a une carte à jouer aussi, finalement, une démarche RSE, ça peut être une démarche d'optimisation et une démarche d'innovation et potentiellement aussi une démarche de gestion des risques, surtout pour une petite entreprise. Déjà avoir le socle, aller vérifier qu'on a le socle réglementaire, ça peut faire partie des missions et c'est pas toujours très carré côté petite TPE PME sur le sujet, donc il y a des choses à faire à mon avis dans ce sens-là. Après, est-ce que c'est mieux, en tout cas plus stable ou plus dynamique d'un point de vue freelance ou d'un point de vue salariat, ça je saurais pas du tout dire. Alors, je vais juste y joindre une question de Laurent et de Malika aussi qui poursuivait sur la partie master développement durable, master RSE. Est-ce que c'est un must ou est-ce que finalement il y a des chemins de traverse qui permettent d'arriver sur des postes comme le tien? Si demain, par exemple, tu décidais, mettons, tu gagnes au loto, tu arrêtes l'Uni ou tu rachètes l'Uni et tu engages quelqu'un à ta place, est-ce que un master RSE serait un critère important pour toi? Alors, pour moi, non. Si je devais embaucher quelqu'un, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt ses expériences, d'une part, s'il en a, ou son approche. Je ferai un cas pratique pour bien comprendre comment la personne fonctionne. Donc ma réponse, ça dépend, parce qu'il y a maintenant pléthore de masters de master E, de MBA, etc.
Et déjà tous ne se valent pas en termes de formation, et je pense que ça dépend aussi de ce qu'on va faire derrière. Euh, pour moi, le plus important, en fait, c'est d'avoir un cœur de métier fort, c'est-à-dire les grandes thématiques développement durable, la théorie, on la trouve sur Internet. Il y a des super formations en ligne, il y a le collège directeur durable qui fait une super formation très complète, il y a plein de choses qu'on trouve gratuitement en ligne, donc il n'y a pas de problème. Je pense que là, il faut aller... là, ça peut être intéressant d'aller creuser. Ça va être justement d'aller creuser des métiers concrets, c'est-à-dire faire de l'approche la stratégie environnementale, ce type de choses, d'une part. Ensuite, là où ça peut être intéressant, ce type de formation, par contre, ça peut être pour les réseaux qui vont être créés par ceci, ce qui est en tout cas le principe beaucoup en école de commerce, il me semble. C'est voilà, avoir du réseau, rencontrer des gens, avoir potentiellement des intervenants qui vont permettre aussi de se créer un réseau quand on se lance. Ce type de choses, d'avoir un cadre en fait, de développement. Maintenant, avoir sur son CV, je sors du master tel ou un tel, moi, en mon sens, en tout cas, ce serait pas ma Moi, priorité. si, mettons, tu vous crées un poste de chargé de mission RSE ou développement durable, pardon, qui te reporte directement, j'ai fait de la chefferie de projet, mettons, pendant 3-4 ans. J'ai un petit peu d'expérience bénévole, on va dire, sur des sujets d'impact. Tu lis mon CV? Alors, moi, oui. Est-ce que ma RH lirait ton CV? Je ne sais pas. Mais moi, oui, parce que c'est aussi c'est l'un des conseils, en tout cas, que je donnais aux étudiants quand je faisais du mentorat, c'est bah, ce que fait la personne sur son temps perso, sur ces sujets, c'est un facteur en plus parce qu'on apprend beaucoup en faisant du bénévolat, on apprend beaucoup sur ces sujets de manière très concrète. Et, euh, et voilà, encore une fois, pour moi, la partie théorique, en tout cas, ça se trouve sur Internet. Après, le sujet, c'est plutôt est-ce que si moi, je vais chercher un chargé RSE, est-ce que je vais chercher quelqu'un qui soit capable de faire du bilan carbone, quelqu'un qui soit capable de me faire une empreinte biodiversité ou un audit QVT, par exemple. Et c'est là que je vais aller voir si c'est Ouais, des ok. sujets qu'elle connaît. Donc plutôt potentiellement, quand on regarde les offres, peut-être orienter un petit peu sa formation en fonction des compétences qui sont demandées. Ouais. Ah, complètement. Pour moi, il faut vraiment croiser les compétences qu'on a déjà, surtout si on fait de la reconversion. Enfin, on a appris plein de choses. Il y a beaucoup de choses de l'ancien métier qu'il faut réussir à mettre en valeur et à créer une forme de fil rouge. Qu'est-ce qu'on va garder? Où est-ce que je suis bon? Et qu'est-ce qui me fait envie? Croiser un petit peu les deux. Euh, et, euh, et du coup, le mettre en valeur, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur ce sujet. Qu'est-ce qui fait la différence avec ces personnes? Bah, finalement, c'est ce que je sais faire de mieux et là où j'ai de la valeur ajoutée. Dire, bon, bah, je fais de la RSE, c'est Ouais. super vague. Alors, on a quelques autres questions un peu plus sur l'Uni. Donc, il y en avait une, je crois, qui a déjà largement répondu. Le point de départ de la boîte à histoire, nourrir l'imaginaire des enfants. Sans écran, c'est ça. Donc, je crois que la réponse est oui. La deuxième, on avait, est-ce que l'Uni a pour souhait de devenir une société à mission? Alors, j'imaginais que vous l'étiez déjà. Ah, On ne l'est ok. pas. Alors, c'est un serpent de mer. On étudie le sujet depuis un certain temps. Euh, Voilà, en fait, c'est tout simplement parce que on prend le sujet très au sérieux, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de dire voilà, on fait une raison d'être sur un bout de table et ça y est, on est société à mission et c'est chouette. On a vraiment envie de faire les choses proprement, d'avoir un beau comité de mission bien intéressant, pertinent par rapport à nos enjeux, que ça nous structure, que ça nous apporte quelque chose, et donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, en tout cas pour être bien fait, et on n'a pas encore trouvé ce temps-là. En tout cas, on l'a étudié un peu plus l'an dernier. On allait voir quelques cabinets bien connus sur ce sujet pour creuser un petit peu le sujet. Voilà, on n'a pas pu le faire d'un point de vue temps, d'un point de vue budgétaire aussi, mais c'est quelque chose où on va y Ok. aller. Alors, on va prendre une dernière question. Est-ce que chez l'Uni, vous avez des objectifs RSE concrets, précis et mesurables sur une temporalité précise d'ici à 2030, avoir réduit pardon, votre impact carbone, c'est bien dans ce sens-là, de temps, fabriquer des boîtes à histoire avec X% de matière recyclée, avoir X% de boîtes réparées versus reconditionnées, etc., etc. J'imagine que c'est déjà le cas aujourd'hui.
Oui, oui, et on l'a fait dans un cadre assez clair et construit, puisqu'en fait, on a participé à l'une des premières fournées de ACT, enfin du dispositif poussé par l'ADEME de ACT, donc de plan d'action de réduction de nos émissions. Et dans ce cadre-là, effectivement, on s'est passé les indicateurs de réduction, en tout cas, plutôt que de réduction, d'un certain pourcentage de reconditionnés. Et pour vous donner une idée, on vise à 2030 d'avoir, il me semble que c'est 70% de CA issus de dispositifs circulaires. Donc, reconditionnement, potentiellement système location, économie de la fonctionnalité, réparation des C'est équipements. rigolo parce que je crois que ça répond à une question quand on a préparé l'émission que je t'avais posée sur la partie communication. Tu as beaucoup parlé de communication interne dans ton rôle et je crois que tu m'as dit que vous étiez un petit peu plus discret sur la communication externe parce que vous aimiez bien que les actions soient concrètes et mesurables avant d'en parler. Voilà, vous ayez les retours en fait des bénéfices avant d'en parler forcément aux gens qui vous suivent, votre communauté, quoi. Tout à fait. C'est vrai que c'est des sujets, on n'a pas envie de dire de poser ça sur la table sans l'étayer. On est peut-être très scolaire sur la partie allégation environnementale, etc. Mais on fait très attention à ça. Et notamment, on a un système de reconditionné. On est en train, par exemple, de le mesurer d'un point de vue impact environnemental. On ne va pas donner un chiffre comme ça à la va-vite. Voilà, on veut donner des chiffres clairs. On veut que ça puisse être utilisé, vérifié, et ainsi de suite, et que ce soit pas juste parler. Et pour ça, eh ben, comme on le sait, les sujets de développement durable, ça prend du temps. Ça se fait pas toujours du jour au lendemain. Il faut un peu de temps et pour faire les calculs et pour porter, pour que les fruits poussent des graines qu'on a plantées. J'avais déjà un grand capital sympathie pour l'Uni, c'est encore plus. Et ben écoute, en général, on arrive là sur la fin du podcast. En général, je demande à mes invités s'il y a une actu ou s'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a une actu, alors perso ou chez l'Uni? Et ben, chez l'UNI, alors je peux le dire un peu en avant-première, je pense que je ne me pourrais pas taper sur les doigts. Cet après-midi, on va recevoir on va être récompensé en tant que lauréat des lauréats de la régénération Bravo. 2025, voilà, sur la catégorie numérique. Donc voilà, donc on est très content d'avoir été sélectionné dans le cadre de ce prix qui correspond vraiment à ce qu'on essaye de pousser, voilà, une autre entreprise avec le circulaire, c'est une chose, mais on va aller voir plus loin, et qui essaye de pousser, et ça nous parle beaucoup, de nouveaux imaginaires. Et ben trop cool. Est-ce qu'on peut aller quelque part, vous voir? Est-ce que ça sera retransmis quelque part? Oui, oui, je pense qu'il faut aller voir sur le site de Nous sommes vivants ou des lauriers de la régénération directement. On retrouvera, je pense, le programme. Il y a un lien Zoom pour la visio, et sinon c'est en présentiel. Mais alors, c'est en présentiel, ce que je disais, je crois, du côté de Versailles, donc peut-être pas ultra Oui, pour tout le accessible monde. là d'ici Bon, 3 bah, heures en cet tout cas, après-midi. bravo. Il y a plein de bravos qui arrivent dans les différents chats. Anaïs, merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir reçu. Ça fait longtemps qu'on t'avait ciblé, tu vois, pour te recevoir dans Vista. Merci beaucoup, c'est ultra intéressant. Ce podcast clôture notre saison 2 qui a été ultra riche en invités, tous plus intéressants les uns que les autres. On a parlé de handicap, on a parlé d'alimentation durable, de finances positives, d'agriculture, de recrutement. Bref, on a parlé plein de sujets passionnants que vous pourrez retrouver dans l'onglet live de notre compte YouTube ou sur nos comptes Deezer, Spotify. Vous tapez Gaia Connect ou Vista Podcast et vous retomberez dessus. J'ai hâte de vous retrouver en septembre pour le lancement de la saison 3 de Vista Podcast. On vous prépare plein de choses très cool pour la rentrée, vous allez voir. Mais Gaïa, ne prends pas de vacances. Si toi aussi, tu veux inscrire ta carrière dans l'impact, viens nous parler sur gaiaconnect.co. On a un peu plus de 300 bénévoles et on va t'aider. Excellente journée à toutes et à tous. Merci encore à toi, Anaïs, pour ton temps. Et merci à vous d'avoir écouté ces podcasts tout le long de ces 2 saisons. Et on se retrouve bientôt pour la saison 3. Ciao. Merci à tous, bonne fin de journée.